Priorité au direct avant notre débat sur la politique d'Emmanuel Macron. Regardez ces images qui nous parviennent de New Delhi. Emmanuel Macron en bras de chemise, en train d'échanger avec des étudiants indiens, comme il l'avait fait il y a quelques semaines avec des étudiants africains au Burkina Faso. On va écouter le président qui est venu convaincre les étudiants indiens de venir étudier en France. On l'écoute en anglais dans le texte. Mais pour moi, nous sommes au début d'une nouvelle vague, d'un nouveau dynamisme dans notre relation. Nous pourrons en parler plus avant, mais nous sommes deux pays dans lesquels la culture, l'identité, la relation au mythe sont très importants et jouent un rôle structurel. Voilà pour un extrait de cet échange. On rappelle que la France et l'Inde ont déjà signé pour 13 milliards d'euros de contrats ce matin, dont 12 milliards pour Safran pour des moteurs d'avion. La limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires et la fermeture de 300 classes en milieu rural ont relancé le débat. Emmanuel Macron en veut-il à la campagne? Est-il plus que jamais le président des villes, oubliant les territoires? Les ruraux ont-ils raison de se sentir délaissés et parfois abandonnés? On en parle avec nos invités. Bonjour Didier Bécher. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines, et Fabrice Dallongeville, bonjour. Bonjour. Président de l'association des maires ruraux de l'Oise. D'abord, souvenez-vous, c'était en pleine campagne présidentielle. Notre France, dans 5 ans, ce sera une France où nous aurons réconcilié les territoires entre eux. Alors oui, il y aura les métropoles qui réussissent formidablement, et il faut les laisser faire. Mais dans les territoires qui doutent, nous aurons redonné des chances, et plus de chances. Oui, nous aurons réconcilié ces territoires en redonnant au monde rural la possibilité aussi de réussir, en lui donnant plus de liberté, plus de facilité à faire, en donnant plus de pouvoir sur le terrain et moins tout en haut à Paris. Fabrice Dallongeville, vous qui représentez les maires ruraux, est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron a oublié sa promesse, celle de réconcilier les territoires ? Mais, réconcilier les territoires, en fait, entre les territoires, il n'y avait pas forcément à rechercher de la réconciliation. C'était plutôt entre l'État et les territoires ruraux notamment, qu'il fallait essayer de rebâtir un cadre de coopération et de confiance qui a été malmené depuis 15 ans, quoi. À la fois sous le président Sarkozy, Hollande, avec la réforme, les différentes réformes territoriales, et puis aujourd'hui avec le président Macron, où on a du mal à voir exactement où il veut en venir avec les territoires ruraux notamment, à travers les différentes politiques qui sont mises en place. Là, on va l'illustrer avec le débat sur la vitesse, qui est un élément, mais surtout le plus sensible, qui est la problématique scolaire, milieu rural. Didier Bécher, on a le sentiment qu'effectivement, on ne sait pas où on va, en tout cas sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a un manque de pédagogie de la part du gouvernement et du président ? Ce qui est certain, c'est que la méthode change. Donc c'est peut-être ça qui interroge. On considère que la ruralité, ce n'est pas quelque chose qu'on va régler ou qu'on va améliorer à coup d'aide financière et s'en tenir à ça pour, je dirais, endormir tout le monde. Le sujet, et on l'aborde comme tous les autres dossiers, c'est vraiment de considérer que redonner la priorité à la ruralité ou aider la ruralité à se développer, c'est un sujet de logement, de désert médical, de désert numérique. Donc tous ces sujets-là sont ouverts en même temps. Et il faut arriver maintenant, je pense, à ouvrir un vaste dialogue pour que tout le monde comprenne où est-ce que nous allons. Alors en tout cas, la droite en a fait un angle d'attaque. Écoutez Laurent Wauquiez, Nadine Morano et Éric Woerth. Emmanuel Macron, c'est ceux qui réussissent dans la mondialisation. Et les autres, il ne les prend pas. Ça gronde beaucoup dans nos campagnes. Ça gronde beaucoup. Les grands oubliés, ce sont les agriculteurs. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas d'empathie. Le président connaît la France, mais il ne connaît pas les Français. Alors Laurent Wauquiez a même été encore plus loin dans le journal du dimanche en octobre dernier en disant « Emmanuel Macron n'a pas d'amour charnel pour la France, contrairement à ses prédécesseurs. C'est le plus parisien des présidents qu'on ait jamais eu, hanté par une haine de la province. » La charge est violente, Didier Bécher. Oui, c'est lyrique. C'est très lyrique. Non, moi, je n'ai pas spécialement envie de commenter les mots de M. Wauquiez, qui a déjà des difficultés quand il parle aux étudiants. Donc, je ne sais pas quelle est sa politique, donc je ne vais pas commenter ce que fait ou ce que dit M. Wauquiez. Tout ça, ce sont des mots, et encore une fois, c'est très lyrique. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Ce qu'on attaque clairement,
Lutter contre les déserts médicaux, c'est quelque chose de concret. Voilà un plan qui est lancé. Lutter contre la fracture numérique, c'est quelque chose de concret. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, on a signé un accord historique avec les opérateurs. Lutter contre l'éducation mal répartie, c'est quelque chose que nous avons lancé. Alors après, on dira... Mais le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas d'ancrage local, contrairement à François Hollande ou à Jacques Chirac en son temps, est-ce que ça l'empêche d'entendre, de comprendre les territoires? Mais l'interlocuteur des territoires, c'est les élus locaux au quotidien, c'est les députés qui sont élus sur des territoires. Je pense que le député Moreau ou Lefeur, qui sont des agriculteurs tous les deux, trouveraient bizarre qu'on dise qu'ils n'ont pas un ancrage local. Moi, j'ai un ancrage local là où je suis. Alors, je ne suis pas un agriculteur, mais je représente en tout cas la politique de l'État sur mon territoire. Je ne pense pas que le président de la République a besoin d'avoir... Parce que sinon, il faudrait qu'il ait un ancrage dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services. Enfin, c'est pas possible. Non, mais d'avoir eu un mandat local, d'avoir eu une circonscription, ça aide aussi pour faire remonter des informations. Il y a 577 députés qui sont là pour ça et qui, n'oubliez pas, le non-cumul des mandats, ça a permis de libérer du temps pour faire de l'expérimentation sur le terrain, dialoguer, écouter. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est ça la vraie différence aussi. Fabrice Dallongeville, vous estimez que le degré d'information est suffisant pour le président, ou est-ce que vous estimez qu'il est un peu déconnecté ? Déjà, je m'inscris en faux avec à chaque fois les propos très caricaturaux qu'on porte sur les uns et les autres. Ce que j'ai entendu de la part des parlementaires des Républicains, moi je ne suis pas carté, mais c'est trop caricatural de la même manière ce qu'on peut entendre de la part de députés En Marche. Ça, une fois posé, en fait, ce qui se passe, et ce que nous on ressent dans les territoires ruraux, c'est que l'État, en fait, c'est l'État qu'on doit questionner. C'est pas le président. Le président incarne l'État. Mais c'est la façon dont l'État s'inscrit dans une nouvelle organisation territoriale où en fait la décentralisation et ce qu'on met en place et les initiatives locales qu'il peut y avoir autour de l'économie collaborative, les circuits courts, la démocratie participative. Souvenez-vous, enfin, pour rappeler que l'élu qui est le plus en proximité avec les élus et celui en qui on a le plus confiance, c'est le maire. Ça veut dire quelque chose, ça ? Donc c'est la proximité qu'il faut préserver, qu'il faut revisiter avec l'usage d'outils digitaux, la participation. Et ce qu'on constate en fait depuis plusieurs années, moi je suis élu depuis 2001, donc j'ai élu local, donc j'ai un peu cet historique des différentes réformes territoriales. On a lancé des grandes orientations de décentralisation avec les lois Defferre et on sent que depuis 10 ans, l'État français s'interroge en fait, et à travers son administration préfectorale, s'interroge de façon de quelle manière on peut garder la main localement pour impulser et mettre en place de nouvelles politiques, alors que l'organisation et les aspirations citoyennes sont dans plus d'autonomie, dans un cadre républicain qui est partagé. Et c'est cette distorsion d'objectifs entre le pouvoir central qui passe par l'élection présidentielle et la réalité locale. Moi, mes collègues sont en assemblée générale des maires ruraux à Lyon sur ces 2 jours. Ça va être un élément de débat entre la commune et l'intercommunalité. C'est un peu technique, mais en même temps, ça traduit bien la façon dont l'État, d'un côté, veut organiser les choses et l'évolution sociétale, le monde d'avant, qu'on peut imaginer, d'une certaine manière, je peux incarner. Mais en fait, le monde d'avant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est toujours partagé dans les sphères de décision de l'État. C'est ça qui est assez étonnant. Didier Bécher, quand on revient sur les résultats de la présidentielle, on voit bien qu'Emmanuel Macron a construit sa victoire en partie sur les zones urbaines. Regardez ce sondage IFOP. 58% des électeurs des zones rurales ont voté pour lui au second tour face à Marine Le Pen, contre 65% dans les habitants des zones urbaines, 79% de l'agglomération parisienne. Comment expliquez-vous ce décalage ? C'est extrêmement simple. Moi, j'ai souvenir de cette campagne pour l'avoir fait à la fois pour Emmanuel Macron, mais aussi pour moi. Il y a un moment donné, on a lancé la Grande Marche des ruralités. Donc moi, je suis dans les Yvelines. Les Yvelines, c'est un territoire qui, pour 50%, est un territoire extrêmement rural. Quand nous avons été sur le terrain rencontrer les villages ruraux, qu'est-ce que nous ont dit les personnes qui vivent là ? Je n'avais pas vu de personnes politiques, d'hommes, de femmes politiques, depuis des années. Personne n'était venu taper à ma porte. Je ne parle pas du maire au sens mon interlocuteur au quotidien. Je n'avais pas vu de grands mouvements politiques nationaux venir taper à ma porte depuis des années. Donc, ces gens-là ont quand même voté, mais ils ont un peu moins voté pour Emmanuel Macron que dans les zones urbaines. C'est une responsabilité collective que nous avons. Ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est depuis des dizaines d'années où on ne regarde pas assez loin dans le territoire et où on n'explique peut-être pas suffisamment, où on interroge
probablement pas suffisamment le territoire pour savoir quel est le besoin. Vous le décrivez très bien, la société évolue et le besoin, on le connaît localement. Et c'est ce travail de concertation et de médiation qu'il faut faire sur le terrain. Alors on va reprendre point par point ce qui est reproché à Emmanuel Macron. D'abord, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Alors on rappelle d'abord que c'est plutôt le cheval de bataille d'Édouard Philippe que d'Emmanuel Macron. C'est une mauvaise mesure, selon vous ? C'est une mesure pour moi qui est symptomatique de la façon dont deux discours cohabitent. Au plus proche des gens, en proximité, et on s'adapte. Très bien, on est moderne. Et de l'autre, une décision qui est imposée unilatéralement sur une limitation de vitesse. Or, ce que nous on dit depuis longtemps, c'est qu'il faut adapter les choses. Les 80 km/h en route de montagne, ils sont de fait déjà respectés. Mais vous avez des zones accidentogènes où on a le sentiment, et moi je le connais très bien dans le département de l'Oise, où en fait l'État ne joue pas son rôle de coordination entre le département qui a des responsabilités, la région qui va sans doute en avoir un peu plus, et ensuite les collectivités locales qui font ce qu'elles peuvent pour essayer de faire face à ces problématiques. Et le deuxième point que je voudrais rajouter sur la limitation de la vitesse, c'est qu'à côté de ça, quels sont les autres moyens de transport dont disposent nos concitoyens en milieu rural ? Je ne veux pas renvoyer sur le débat qui s'ouvre sur la SNCF et les lignes, mais au-delà de la SNCF, c'est les problématiques de mobilité publique qui se posent. Donc, si vous commencez à vraiment contraindre en milieu rural et dans des ruralités, il faut le mettre au pluriel, en renvoyant ce message tout de suite sur la limitation de vitesse, et je ne rentrerai pas sur le débat sur préserver la vie, les 300 ou 400 morts que ça peut sauver, parce que si on s'enferme dans cette discussion-là, on ne pourra pas débattre. Mais au-delà, c'est la problématique des mobilités, moi, qui m'importe. Et là, je trouve que ça renvoie un mauvais signe, parce que c'est une décision unilatérale qui est posée, sans tenir compte des diversités qu'il peut y avoir dans les... Didier Bécher, vous entendez cette critique, fait que ce soit une décision unilatérale, qu'on ait pris cette décision alors qu'il y a 28 présidents de départements qui sont contre, que certains voulaient une expérimentation. Il y a des expérimentations. Voilà. Je crois qu'on a tous le même objectif, en fait. Et je vous rejoins sur la mobilité, hein, puisqu'on a terminé, Elisabeth Borne a terminé les assises de la mobilité il y a quelques semaines, justement pour essayer d'aller au fond du sujet. Si on revient sur les 80 km/h, moi, je pense qu'à un moment donné, la décision, elle a été qu'on ne pouvait pas se satisfaire du statu quo. On ne revient pas sur le nombre de morts, mais quand même, depuis 3 ans, le nombre de morts augmente sur les routes en France. C'est un constat, plus de 3000 morts sur nos routes. Il se trouve que plus de 50%, 55% des morts sont sur ces fameuses routes à bidirection, oui, mais etc. on ne sait pas si le fait d'abaisser de 10 km/h va vraiment baisser la mortalité sur les routes. Vous savez qu'il y a un débat qui est vif sur le sujet. On ne sait pas, mais si on regarde la méthode, moi j'entends les départements écrivent, les régions écrivent au président de la République, au Premier ministre sur le sujet. Très bien, qu'ont-ils fait pendant 10 ans ? S'ils voulaient expérimenter, ils en avaient entièrement les moyens. Certaines communes, certains départements ont fait des expérimentations. Donc, quand je dis que nous disons la même chose... Donc là, vous avez décidé de faire une expérimentation grandeur nature pendant 2 ans, on se donne et les on moyens, verra le résultat. Exactement. On se donne les moyens pendant 2 ans de regarder si ça a un effet. Si ça n'en a pas, on conclura que ça n'en a pas et on reviendra. Alors, autre reproche formulé, la fermeture de 200 à 300 classes en milieu rural. Écoutez ces parents inquiets et très remontés contre cette mesure. On est vraiment en colère. Le service public a une mission. Cette mission, elle n'est plus assurée aujourd'hui. C'est un bout de notre cœur qui part. C'est tout ce qui nous reste ici, l'école. On n'a plus de commerce, on n'a pas de médecin, on n'a rien d'autre que cette école dans le village. Ça fait 30 ans que je vais devant cette école. Je connais pratiquement tous les parents des enfants scolarisés à son honneur. Que répondez-vous, Didier Bécher, à ces parents qui sont inquiets, qui voient ces fermetures de classes ? Donc les fermetures et les ouvertures, parce qu'on n'interroge jamais les parents quand il y a des ouvertures de classe. Je pense qu'on est vraiment à l'écoute du sujet. On a décidé de mettre un axe fort sur les territoires qui étaient les moins privilégiés, donc les quartiers politiques de la ville. C'est des quartiers qui sont identifiés au sens de la politique de la ville. Et donc là, on a décidé de dédoubler les CP. Donc c'est quelque chose qu'on met en place. Et si on regarde les chiffres dans leur globalité, il y a 33 000 élèves de moins dans le primaire, dans le premier degré à la rentrée 2018. On va augmenter globalement le nombre de professeurs, puisqu'on va avoir 3 800 professeurs en plus. Là où si on avait fait le calcul de démographie, on aurait dû diminuer de plus de 1 700 le nombre de professeurs.
Donc ça et là, oui, moi je le vois dans ma circonscription. Mais là, ce sont les territoires urbains qui vont en profiter autant que les zones rurales. Pas forcément, je vois dans mon territoire, vous avez des classes qui ouvrent et des classes qui ferment. Chaque année, il y a la même bataille avec les élus locaux et les députés pour maintenir des classes ouvertes et on va s'expliquer avec l'éducation nationale chacun. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un arbitrage qui est fait au profit de la ville versus le rural. Le sujet, c'est pas celui-là. Fabrice Dallongeville. Le sujet, c'est quand même celui-là. Et le sujet, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait collectivement face aux inégalités scolaires. Moi, je suis dans un département de l'Oise, ex-région Picardie, où pour le département de l'Oise, on fait partie des 10 départements qui ont les meilleures, entre guillemets, statistiques sur l'apprentissage de la lecture. Bon. Vous vous retrouvez cette année avec une nouvelle carte scolaire, avec 51 fermetures, 24 ouvertures. Mais les 24 ouvertures ne sont pas en milieu rural. Et les 2/3 sont en fermeture en milieu rural. Donc vous vous retrouvez dans une situation qui est une sorte d'injonction paradoxale encore. On doit travailler sur une meilleure performance pour réduire les inégalités scolaires entre les habitants, les citoyens français. OK, donc c'est une bel engagement. Mais en fait, une nouvelle fois, on impose de façon à peu près unilatérale, en prenant partout, une approche très égalitaire. Hein, le principe de la République française, de façon très égalitaire, et on ne tient pas assez compte, une nouvelle fois, de réalités départementales. Et je citerai un autre exemple, hein, c'est un département voisin, dans la Somme, vous vous retrouvez avec des postes qui sont pris, non pas en primaire, hein, mais en collège, pour pouvoir apporter des postes dans les zones prioritaires, pour qu'on puisse dédoubler, etc. Ce qui est louable, hein, ce qui est légitime. Mais ça me renvoie, une nouvelle fois, ça renvoie sur les précédentes réformes qu'il y a eu. Là-dessus, je regrette, mais je ne vois pas de différence entre ce que met en place le gouvernement de M. Philippe et ce qui avait été fait avant, sur la mise en place, par exemple, des services minimums d'accueil, sur la semaine de 4 jours, les TAP, où en fait, c'est encore les secteurs qui sont les moins victimes des inégalités. Donc là, on peut parler effectivement d'un problème métropolitain, un problème urbain, où vous vous retrouvez avec un volume de tissu associatif, vous avez de l'accessibilité à l'offre culturelle qu'on n'a pas forcément en milieu rural, parce que là, il y a des problèmes qui sont d'accessibilité en milieu rural. Et là, juste que je termine, et en fait, c'est une nouvelle fois ce regard sur une différenciation, une approche différenciée en milieu rural, par exemple, et je peux aller dans votre sens sur un point, des classes à multiples niveaux. L'éducation nationale dit qu'elle n'en veut plus. Or, j'ai toujours en mémoire le film Être et avoir, les classes à 3 niveaux, d'un point de vue pédagogique, ça peut être une formidable ressource. Donc, essayons de regarder de façon un peu moins administrative ce jeu-là et donnons une nouvelle ambition. Et sur ce point-là, on sera prêt. En tout cas, comme maires ruraux, les maires ruraux seront prêts à vous rejoindre sur ça. Ce qu'on touche comme sujet, c'est que finalement, c'est pas ouvrir une classe ou laisser une classe ouverte qui va faire qu'on va sauver la ruralité. C'est bien la manière dont on veut aborder le sujet. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème des déserts médicaux, il faut régler le problème du désert numérique, il faut régler les problèmes de logement pour s'assurer qu'il va y avoir aussi du développement d'activité qui fait que du coup, les populations ne vont pas quitter les territoires ruraux. Effectivement, il va y avoir un plan de revitalisation des centres-villes, un plan pour améliorer l'offre de soins dans les territoires ruraux avec un doublement du nombre des maisons de santé, ça représente 400 millions d'euros en 5 ans. Il y a aussi donc ces petites lignes à la SNCF qui vont finalement être préservées. Donc ça va dans le bon sens. En revanche, il y a quand même une mesure qui passe très mal dans les territoires. C'est la hausse de la fiscalité sur le carburant. 7,6 centimes par litre pour le diesel, 3,9 pour l'essence. Sur le quinquennat, l'augmentation sera respectivement de 34 centimes et de 16 centimes. Ce sont les ruraux qui sont impactés en premier. Je pense que tous les Français sont impactés. Oui, mais principalement les ruraux qui prennent leur voiture pour se déplacer, pour aller au travail, pour rentrer chez eux. Je pense qu'il ne faut pas traiter le sujet par le petit bout de la lorgnette. La pollution, c'est un fait. Si on continue à polluer comme on pollue, notre planète va exploser. Donc on dit que le diesel c'est dangereux, je pense que tout le monde est au courant. Donc maintenant on met la même fiscalité sur l'essence ou sur le diesel. Ce qu'il faut traiter, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est
quelle mobilité alternative on propose. Vous avez des pays, moi je pense au Québec, où j'ai beaucoup travaillé avec eux, où vous avez des très grands territoires et des grandes villes. Depuis très longtemps, on a mis des sites, des voies de navigation en site propre, navigation c'est pas des bateaux, des voies de transport en site propre qui font que vous avez des services de bus avec de la valeur ajoutée importante, vous allez avoir de la connexion Wi-Fi, des choses comme ça, qui fait que c'est une solution alternative de transport. Et dans les assises de la mobilité qu'a mené Elisabeth Borne, c'est exactement ce type de sujet qu'on a essayé de pointer. Si tout le monde veut le TGV devant sa porte, on ne va pas y arriver. Des lignes SNCF avec 43 milliards de déficit, on n'en est pas là, Didier Bécher. Ça ne fonctionnera pas. Fabrice Dallongeville. Sur cette hausse de la fiscalité. Parce que la maison de santé, c'est un très très bon exemple. La maison de santé. Alors, vous savez, chez les maires ruraux, on a l'habitude de dire, on est assez pragmatique, mais on essaie de réfléchir en revenant aux racines des difficultés. On n'arrive pas très vite. On n'arrive pas à prendre une décision simple sur l'obligation d'installation des médecins. Le cœur de la difficulté, c'est de laisser croire que on peut s'installer à peu près n'importe où au niveau médical quand on est médecin. Mais quand on va commencer à leur demander de venir dans des endroits où il y a de vrais besoins, on va faire appel, non pas aux médecins qui ont suivi les cursus en France, mais on va faire appel à des médecins étrangers. Il y a un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. Et ça fait plusieurs années qu'on essaye de faire remonter cette idée-là, d'y aller par la coercition, parce que là, au bout d'un moment, le débat, on en arrive au bout, et qu'il faut, là, le rôle de l'État, pour le coup, je l'attendrai beaucoup plus de façon verticale. C'est-à-dire que pour traiter la question du désert médical, je regrette, il y a trop d'installations en milieu urbain, il y a trop d'installations dans les zones très touristiques ou à densité très forte, comme dans le sud de la France. Il reste 30 secondes pour les maisons de santé. 30 secondes pour parler de la santé, Didier Bécher. Non, mais c'est extrêmement important et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'un projet de maison de santé, ça n'est pas un cabinet médical avec des médecins qui s'installent. C'est un projet avec l'ARS où on va mettre des étudiants médecins généralistes qui vont vouloir s'installer dans les territoires. Il va y avoir des aides. On fait du pluridisciplinaire et c'est ça qui est important. C'est ça qu'on va vouloir aider. Pas uniquement raisonner, mettre un local à disposition pour que des médecins s'installent. Parce que ça ne marche pas, et vous avez entièrement raison, on l'a fait depuis des années, ça n'augmente pas le taux d'occupation. On pourrait parler des cabines médicales, parce que quand on a un hôpital qui est à 40 km de chez soi, il y a des alternatives aujourd'hui avec des entreprises françaises qui développent en matière de télémédecine des choses incroyables. La fameuse cabine médicale, donc c'est une boîte française qui fait ça. Si vous êtes à 40 km d'un hôpital, vous pouvez l'installer dans votre commune, c'est une décision, ça a un coût, mais il y a de l'aide publique aussi pour ça. Vous pouvez diminuer au moins de 20% les déplacements vers votre hôpital avec ces cabines de ce type-là. Donc des alternatives, il y en a. Je pense que collégialement, on a envie d'y aller, on a envie de discuter de ça. Merci. Il faudra juste les bons débits pour permettre la digitalisation de l'offre numérique. Mais ça, c'est prévu effectivement avec la fin des zones blanches. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, d'autres infos sur la chaîne Info. Le groupe Terrescence vous présente la météo des neiges.